Bonjour, depuis que nous avons ouvert notre chaîne YouTube, nous avons remarqué de nombreux commentaires. Il y a une véritable curiosité parce qu'on nous pose des tas de questions sur l'histoire Rolex. Pour répondre à ces questions nombreuses, nous avons décidé de proposer des vidéos avec des témoignages de clients, de collectionneurs, les passionnés Rolex, parce que nous avons remarqué que ça suscite énormément de questions. Mais je rappelle aussi que l'histoire Rolex est passionnante. C'est la plus belle histoire de l'horlogerie suisse, la plus belle histoire mondiale. Dans cette vidéo, nous allons vous passer 3 témoignages que nous avons filmés il y a quelques jours. Alors ça va commencer par Ryan, un phénomène, 16 ans. Ensuite, un Français qui vit aux États-Unis, San Francisco, Silicon Valley, et qui nous a connus par le biais de YouTube. Et ensuite, Gérard, un passionné Rolex. Et vous verrez qu'il a acheté sa première Rolex à 20 ans, et il a toujours été Rolex. Alors, pourquoi les Rolex de collection au tritium sont-elles rares? Tout simplement parce que beaucoup de pièces ont été changées. Le tritium a été interdit à partir de 99. Donc tu as le SAE Rolex qui a changé beaucoup d'aiguilles au super luminova à la place de laisser les aiguilles d'origine au tritium, les cadrans aussi. Il y a beaucoup de... On estime qu'il nous reste plus que 30 à 40% de Rolex au tritium de qualité avec ces pièces d'origine de l'année de fabrication. Ma deuxième question, c'est existe-t-il des contrefaçons vintage? Bien sûr, il y a de tout temps eu des contrefaçons, ce qu'on appelle des aftermarket. On tombe sur des cosmographes des années 60 qui sont des faux. De tout temps, il y a eu de la contrefaçon. Et particulièrement actuellement, ou sur les montres modernes, sur les Rolex modernes, on estime qu'il y a à peu près 20 à 25% de contrefaçon sur le marché, c'est grave. La preuve, toutes nos expertises. On a triplé, quadruplé le nombre d'expertises. C'est-à-dire que les gens, pour sécuriser en achetant une montre sur Internet, avant de payer, ils font expertiser tout simplement. Alors pour ma dernière question, je voulais savoir, est-ce que les patines sur les Rolex de collection sont-elles rares? Oui, tout ce qui est tritium, tout ce qui est pièces anciennes, le super luminova ne prend jamais de patine. Par contre, le tritium, il a déclenché des patines. Les taux d'hydrométrie dans la montre, l'exposition au soleil, ça fait des patines. Il y a des patines très rares. Tu as également des patines de coffre. Il y a des patines qui font des pièces uniques. Par contre, les apprentis sorciers travaillent. C'est-à-dire qu'il faut expertiser aussi les fausses patines. Mais on a une chance extraordinaire, c'est que c'est des matières, dès qu'elles ont été surchauffées, ou une accélération de patine anormale, ça laisse des traces, et c'est ça qui nous sauve. Mais il y a des patines exceptionnelles qui font des pièces uniques aussi, attention. Une patine parfaite, c'est une patine sans zone de clair, de foncé, c'est-à-dire qu'elle doit être complètement uniforme, et ça fait partie d'une grande qualité de patine. Donc une première question que j'ai, c'est étant résident aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, je vois qu'il y a des débuts de recherche que je fais sans me montrer qu'il y a quand même des différences entre le marché français ou européen et le marché américain. Et j'étais curieux d'avoir un peu votre perspective et quelles sont les différences et voilà, ce genre de choses. Le marché américain sur Rolex est énorme. Très disparate. Ils n'ont pas la même législation. Aux États-Unis, vous avez un boîtier Rolex, vous avez un mouvement Rolex, vous pouvez tout faire à côté, vous n'êtes pas punissable. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement travesties. Et ça, c'est important. Vous avez quand même des grands collectionneurs aux États-Unis sur des pièces anciennes Rolex. Mais je dirais qu'au niveau de la collection, c'est pas eux qui tiennent le haut du pavé dans ce côté iconique et vintage. C'est l'Angleterre, Londres, les plus grosses pièces sont à Londres et ensuite Hong Kong. D'accord. Et quand il s'agit justement des pièces où on fait un peu de... Enfin, je sais pas si le terme Frankenstein s'applique à ça. Bon. Mais c'est bon. Comment... Enfin, est-ce que justement ces pièces sont toutes... On peut toutes, avoir une expertise c'est que la vôtre, avoir une bonne perspective justement sur toutes ces pièces qui sont changées et tout ça. J'imagine que ça fait partie du scope, comme on dit en anglais, de l'expertise que vous donnez. C'est-à-dire que, oui, ouais. On authentifie tout ça, ouais. Mais on ne met pas le doigt dans ce marché-là. Ouais. Nous, bien sûr. C'est 3 pièces fondamentales, c'est le mouvement, le boîtier et la qualité du cadran. Voilà. Dès qu'un truc est touché, mais on le voit tous les jours. Ouais. Les montres qui viennent des États-Unis, qui sont
du Frankenwatch. Ouais. Et ça, c'est inadmissible. Il n'y a pas de marché, il s'écroule le marché. Vraiment pas payer cher ce genre de produit. J'ai vu aussi que parfois certains de ces modèles justement utilisent le fait de donner des boîtes qui ont probablement été achetées séparément pour justement donner un sentiment d'authenticité, alors que c'est des montres qui ne sont pas du tout... Enfin, on essaye de manipuler un peu tout pour vous donner un espèce de menu qui vient de 5 différents restaurants, et on vous dit que ça a été fait... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pièces détachées sur le marché Rolex. Ouais. Alors Rolex, dans le SAV, vous dit je ne vous redonne pas la pièce pour éviter ce genre de bidouille, mais quand vous voyez sur Internet les millions de montres, de pièces détachées qu'il y a sur Rolex, on peut se poser des questions. Bien sûr. Des vrais mouvements sur Internet. Ouais. Et, alors on en est compte, celui qui veut bidouiller, il prend une pièce d'un côté, une pièce de l'autre, il fait un montage, mais ça vaut rien, il faut lutter contre ça. Ouais. C'est pas l'initié, c'est pas le collectionneur qui va acheter ça. Bien sûr. Le collectionneur, il est formé. Ouais. Il est formé à la qualité, aux références du mouvement, aux années de fabrication, ça c'est très important. J'ai entendu pas mal d'histoires assez horribles, et je crois qu'il y avait justement voilà, des choses que j'avais vues sur le SAV avec Rolex, et le fait que justement ils prennent une montre, ils la font réviser, et dans le processus, ils se débarrassent d'un certain nombre de pièces qui font la valeur de la montre, qui font l'histoire de la montre, ils la remplacent, et que ça décote, et ça a un gros impact sur la montre elle-même. Moi je suis surpris parce que Rolex s'est rendu compte sur ce marché d'occasion qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Ouais. Donc ils ont voulu prendre une partie du marché. Ouais. Vous rentrez sur le marché Rolex, mais avant vous allez apprendre. Ah oui, Parce absolument. que ce qu'on fait sur YouTube, on dialogue beaucoup, on dit venez, apprenez, Ouais. apprenez. Bah, moi c'est comme ça que je vous ai découvert, de San Francisco. On sème, on récolte. Des fois je sème, mais je récolte peut-être pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une bonne chose que vous ayez, venant de Los Angeles, poussé la porte, et c'est une forme de curiosité. La curiosité, c'est une forme d'intelligence aussi. Bah, c'est ça ce qui manque, je trouve, de mon point de vue, dans le marché des montres ces dernières années telles que je l'ai rencontré, c'est le fait que la passion, c'est l'histoire. Et puis ça se retrace aussi dans d'autres marques, c'est-à-dire que quand on parle avec des passionnés de Patek, le mot Rolex revient, parce que c'est quand même... c'est à l'inception de beaucoup d'autres marques aussi qui sont même plus modernes, donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je vous présente Gérard, qui est rentré sur le marché Rolex il y a quelques années et qui va nous répondre à certaines questions. Gérard, pourquoi es-tu rentré il y a quelques années sur le marché Rolex? Parce que j'ai acheté ma première Rolex, j'avais 22 ans, et c'était quoi le modèle? C'était une Daytona, et pour moi Rolex ça représente des acteurs mythiques, Paul Newman, Steve McQueen, voilà, et j'en ai offert une à chacun de mes fils, à mes 2 fils, et je peux vous assurer que jamais ils les revendront, parce que ils se rappelleront que leur père leur a offert une Rolex et ça restera gravé dans leur mémoire. Absolument. Et ça, c'est un cas typique de ce que nous voyons, des pères de famille qui offrent des Rolex en patrimoine à leurs enfants, en souvenir. Est-ce que tu es satisfait de la marque? On ne peut pas ne pas être satisfait de la marque. C'est une marque intemporelle, c'est d'un esthétisme incroyable. Intemporel? Oui, et on aime Rolex et on n'achète que de Rolex toute sa vie. Beaucoup de clients sont comme toi, hein. Beaucoup de clients. Je pense que dans l'avenir, ces échanges vont se multiplier et très intéressant parce qu'on va apporter du savoir aux gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre. Nous, on a décanté l'histoire Rolex de A à Z. Je le répète toujours, je suis rentré sur Rolex en 90 et ce qui m'a passionné, c'est l'histoire Rolex. Olivine, bonjour. Vous venez avec la montre, la boîte, les papiers, on ouvre la montre, on facture 100 €. Il faut faire très attention, monsieur, les montres sans papier. 30% des montres sans papier sont volées. Hein. Donc il faut faire un acte de vente. Avec les numéros de la montre. Oui, il ne faut pas payer en espèces. C'est très très important. Le problème de Rolex, c'est qu'ils ne fournissent aucun listing de montres volées. C'est quoi comme montre? C'est quoi comme montre? Oui, et on vous la propose à quel prix? Ah, c'est faux, monsieur, c'est une escroquerie. Ah, monsieur, vous perdez votre temps. Non, soyez prudent, ok?
Au revoir. Le coup de fil que je viens de voir, c'est très intéressant parce que c'est des ventes Internet. Et là, ce client-là a affaire à un escroc. C'est-à-dire qu'on lui propose une montre qui vaut 10-11 000 euros à 3 008. Donc je dis, monsieur, perdez pas votre temps. Il faut savoir aussi que c'est une montre sans papier. Et certainement, il y a eu un appel du pied pour qu'elle soit payée en cash. Avec, à la clé, peut-être une agression. Ça, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Voilà. Vous voyez, ce genre d'escroquerie, c'est toute la journée. Je dis pas 10 fois par jour, mais vous êtes témoin à l'instantané d'un coup de fil où il y a derrière une escroquerie. On est dans la jungle. Olivine, bonjour. Je me permets de vous appeler, je suis à la recherche d'une montre assez particulière, enfin, surtout pour moi. Je suis à la recherche en fait d'une Rolex Datejust 1601 de 1968. Oh là là, oh là là. Ouais. Alors ça, monsieur, j'ai pas, mais je vous dirais d'être très prudent parce que 80% de ces pièces-là n'ont plus leur pièce d'origine. Ah d'accord, ok. Alors là, cramponnez-vous. Hein. Ouais. D'accord, bon bah je ferai gaffe alors. Ouais. Soyez très très prudent. Le prix, si on vous propose 3005, ça peut pas être bon. Ça, c'est des pièces, si elles sont en bon état, que vous avez la boîte d'origine, les papiers, ça monte à 8-9 000. Hein, et soyez très très prudent. Mais je vous dis, 80% du marché a été sinistré par le SAV Rolex. Voilà. Bah, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Ça, c'est notre côté lanceur d'alerte. Un commerce comme le nôtre, c'est calme, on prend quand même, entre les demandes de renseignements, les questions à côté, on prend quand même entre 30 et 40 coups de téléphone par jour. Et les jours de pointe, c'est 80 ou 100 coups de téléphone, parce que les gens se renseignent, et c'est notre but. Nous sommes des professionnels, nous sommes régis par le droit au conseil. Nous sommes obligés de conseiller les gens et de leur dire, faites attention. Le témoignage de clients qui cherchent une pièce de 70, qui est pour ainsi dire introuvable. Et s'il y en a une belle, bien entretenue, sans passer au SAV Rolex qui vous a changé les cadrans, les aiguilles, les mouvements trop polis, ça, vous voyez la marge de prix, et c'est ça qui est terrible. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose très importante. C'est qu'une Rolex iconique de grande collection, ça ne se restaure pas. On n'est pas dans l'automobile. Les mouvements anciens, nous avons toutes les pièces pour changer les pièces d'usure. Mais par contre, dès qu'on touche au cadran, dès qu'on touche au boîtier, c'est foutu. Alors nous allons prendre le cas d'un modèle qui s'appelle la grosse James Bond 6538. Voilà. Ces montres-là, je ne les fais pas parce que tout simplement, elles ont été aux 3/4 détruites par le radium. Je ne supporte pas. C'est-à-dire que, vous savez très bien que ma philosophie, ma politique, les plus belles Rolex arrivent dans les années 60 où ils ont supprimé le radium. Mais vous avez des documents. Cette 6538 est un document énorme, c'est la grosse James Bond, mais qui est souvent détruit à 40-50% à cause de l'intensité du radium. Alors, nous avons le cas d'une 6538 qui vaut, avec toutes ses pièces d'origine, de l'année de fabrication, environ, on va dire, 120, 150. OK ? Je parle 150 000 euros. On a des documents comme quoi ces montres-là, passées en service de restauration Rolex Patrimoine, avec un coût de révision de 20 000 euros. On va partir sur un prix moyen de 150 plus 20 000 euros de restauration Rolex Patrimoine. Que fait Rolex Patrimoine ? Il retravaille des pièces, des lacs de synthèse, c'est-à-dire des matières qui n'existent plus, des index de synthèse, souvent sur les boîtiers, et ça c'est énorme au niveau de la destruction, des rajouts d'acier. C'est-à-dire que vous voyez arriver une montre, elle est complètement changée. C'est des montres neuves. En plus, ils vous offrent un petit boîtier Rolex de restauration, passage certificat Rolex Patrimoine. 170 000 coût de revient de la montre. OK ? Nous avons des documents, des certificats de vente aux enchères, comme quoi ces montres se vendent, écoutez-moi bien, entre 70 000 et 80 000 euros. Voilà. Voilà la chose qu'il ne faut pas faire. Donc, je dis bien, une Rolex iconique doit rester en document avec ses pièces d'origine, même attaquées par le radium, mais ne doivent pas, on n'est pas dans l'automobile, ne peuvent pas être restaurées. Perdre 100 000 euros, voilà. Vous voyez arriver une montre, vous ne la reconnaissez plus. C'est-à-dire qu'ils transposent des montres des années 55 en montres récentes. J'ai eu en main 2 ou 3 spécimens, c'est incroyable. Et ça, c'est inadmissible, parce que Rolex Patrimoine, vous m'entendez bien, le client perd 100 000 et d'autres en ont perdu beaucoup plus.
n'apporte pas le devoir d'un conseil d'un pro. Vous comprenez bien que moi, le client arrive, il me demande de faire ça, je dis monsieur, moi je le fais pas. Voilà. Ça ne se restaure pas. On n'est pas une automobile. En automobile, les pièces de collection, les carrosseries sont neuves, repeintes, tout ça. Rolex, c'est le contraire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions et que vous acceptez de passer sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à passer en boutique, vous serez les bienvenus.